Dans le fond, il faut improviser, donc d'abord je note que c'est un événement discret, donc il faut l'encourager, il faut l'aider, c'est pour ça que je suis heureux d'être ici avec vous, à vos côtés, et qu'importe le nombre, c'est la qualité qui compte. Donc disons-nous entre nous que nous comptons, voilà, et qu'ensemble nous pouvons produire de l'intelligence, de la réflexion, et surtout créer ensemble une dynamique, une autre dynamique, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans ce pays à l'œuvre, qui va permettre à la Tunisie d'être ce qu'on veut, la Tunisie d'abord, mais certains disent Singapour, qu'importe, d'abord la Tunisie, mais une Tunisie florissante et puissante. Votre thème est très intéressant. Évidemment, c'est très surprenant d'inviter un haut fonctionnaire pour parler d'entreprise. Donc, c'est déjà un très mauvais début. Si ce n'est que ça me passionne, parce que ce monde de l'entreprise m'impressionne et que je le regarde avec peut-être la distance suffisante pour pouvoir vous en parler un peu, comme les lettres persanes, vous dire un peu la manière dont je regarde, après un an de présence ici dans ce pays, vos dynamiques personnelles, et évidemment aussi les personnalités qui font au-delà des classements, des 50, des 100, des 500, des 1000 qui comptent, que sais-je, en Tunisie, à Tunis, en Afrique, dans le monde, qu'importe ces classements, souvent artificiels quand même, de voir ce qui fait qu'en effet la Tunisie, dans les années à venir, je le crois, est probablement le pays de cette région Méditerranée qui peut nous réserver les meilleures surprises en termes de conquête de marché, d'innovation, d'audace. Pourquoi c'est le pays qui peut nous réserver les plus grandes surprises? Parce que dans le fond, quand on regarde bien depuis 2011, il n'y a que des surprises. Donc il va y en avoir d'autres. En 2011, 14 janvier, personne n'imaginait qu'il se passerait ce qui se passerait. Personne n'imaginerait que les débuts allaient être un peu confus, mais en tout cas qu'une nouvelle constitution allait être écrite en 2014. Personne n'imaginait évidemment et d'ailleurs le président de la République, le mien, a reconnu une part des responsabilités des alliés, que la Libye allait devenir un allié économique capital pour vous, allait devenir ce non-État qu'elle est aujourd'hui malheureusement, de même que personne n'imaginait que des fous allaient s'attaquer au Bardo ou à Sousse. Mais personne n'imaginait, ou peu de gens pariaient sur le fait que la Tunisie toute seule pourrait continuer son chemin vers la démocratie. Combien de gens autour pariaient sur un échec? Qui pouvait imaginer que la Tunisie allait se relever des épreuves liées au terrorisme qui ont mis à bas son industrie touristique et par ailleurs son image à l'international. Personne, il y a encore 1 ou 2 mois, des gens très sérieux vous expliquaient qu'il n'y aurait pas d'élection, il y a 1 mois qu'il y aurait une élection mais sans code de collectivité territoriale. Ben, quand même, dans ce pays, il y a eu un électeur sur 100 qui a pensé qu'il pouvait être élu. 58 000 candidats pour 5 millions d'électeurs. Et quand on dit que 34% c'est peu, enfin, si on regarde bien les chiffres pardon de faire ces petits commentaires politiques, mais vous allez parler de business pendant toute la journée, donc ça va vous changer un peu. Mais dans le fond, quand même, un électeur sur 100, 58 000 candidats, 7 200 candidats à l'arrivée, et ces 34% sont pas négligeables. Car les 82% qui étaient annoncés d'électeurs au mois d'avril 2010 par le ministre de l'Intérieur de l'époque comme participation municipale, tout le monde sait que ces 82% étaient quand même des 82% assez illusoires. Hein. Donc, bon, c'est un Tunisien sur 3 qui a pensé que la décentralisation c'était important. C'est important, mais il y a encore plein de gens qui pensent qu'il faut centraliser. Alors, donc, je pense que dans les années à venir, le défi qui se présente ici à nous, et je dis à nous, et je pense que si vous avez eu la gentillesse de m'inviter ici, c'est parce que la France, par les 1400 entreprises qui sont ici présentes, par les 140 000 emplois que ces entreprises ont créés à travers les années, a une responsabilité. Et c'est comme ça qu'on le vise, qu'on le voit.
nous avons une responsabilité pour économiquement permettre à la Tunisie du bien-être, de la croissance, de l'emploi, et que ces signaux qui sont pour certains au rouge passent au vert. Et donc c'est vrai que tout ça repose sur deux choses, dans le fond, un ensemble qui est plus dans la main du politique, un ensemble de réformes. Et là, évidemment, vu par un observateur très amical, très affectueux et très étranger, ces réformes, les grandes réformes, en tout cas celles que, par exemple, nous avons attendues pendant très longtemps en France, réforme des caisses de sécurité sociale, réforme d'un certain nombre de statuts, on les a attendues très longtemps, le président de la République les a mises en place, c'était dans son programme, je parle d'Emmanuel Macron, dans les 100 premiers jours de son mandat. Donc ces réformes, je pense qu'on verra un petit peu ce que l'actualité nous réserve, ce que le chef du gouvernement annoncera peut-être dans les heures ou dans les jours à venir. Peut-être que Wassim Bernabi a des informations à nous donner là-dessus. Mais bon, soyons honnêtes, en tout cas la France est le dernier pays à pousser la Tunisie à vouloir obéir à des dictats qui viendraient en effet strictement du FMI. Je pense qu'on ne fait pas des grandes réformes en fin d'un mandat politique, ou en tout cas dans le deuxième ou troisième tiers plutôt d'un mandat. Donc il y aura certainement des réformes, mais elles ne vont pas transformer profondément le paysage tunisien. Est-ce qu'on peut, comme ça, la semaine prochaine, décider qu'on va repousser l'âge de la retraite, qu'on va geler complètement les augmentations des salaires dans les services publics, voilà. Est-ce qu'on peut aussi décider de vendre un certain nombre, de privatiser un certain nombre d'entreprises? Je ne sais pas, ça ne me regarde pas, mais il ne faut pas attendre des miracles, de toute façon, ça prend du temps. Une partie des réformes qui ont été mises en place par le quinquennat précédent en France, François Hollande, donnent leurs fruits aujourd'hui. Donc ça prend du temps. C'est un paquebot quand même, l'économie. C'est un paquebot. C'est pas un hors-bord dans la baie de Sidi Bou Saïd. Ça prend du temps pour s'infléchir. Par contre, ce qui est évident ici, et ce qui me frappe, au-delà des structures et des pesanteurs qui sont communes à tous les pays, ce sont les personnalités. Et je trouve que votre initiative, qui consiste à mettre ensemble, et moi je serais très partisan de le faire dans un cercle très fermé, et que ces CEO réfléchissent ensemble à leurs responsabilités, et qu'à travers leur parcours, ils nous décrivent surtout leurs perspectives et celles qu'ils souhaitent transmettre au sein de leur entreprise, leur compagnie, comment ils souhaitent former cette nouvelle génération de managers. Voilà qui est très intéressant. Moi j'observe en tout cas qu'à tous les niveaux, et pas uniquement à Tunisville, pas uniquement ici à l'UTICA, mais beaucoup dans les régions, il y a un désir d'entreprendre. Ce désir d'entreprendre, il est relativement nouveau, si je crois comprendre, car dans le fond, le rêve peut-être de beaucoup de Tunisiens à un moment donné, dans les années 60-70, c'était de rejoindre les services de l'État, les services publics. Et c'était dans le fond très honorable, parce que se construisait un pays, et donc il y avait probablement cette mentalité qui consistait à dire, ben, voilà, on fait des études, on est cultivé, on a de l'éducation, parce qu'on croit à l'éducation dans ce pays, et c'est vraiment ça qui en effet vous distingue absolument de dizaines et de dizaines de pays dans le monde, de peuples dans le monde. C'est cette passion pour l'éducation, ce besoin de vous confronter au savoir, et d'un savoir ouvert sur le monde arabe, sur l'Afrique, sur l'Europe, et même certains aujourd'hui sur l'Asie. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un désir d'entreprise à tous les niveaux. Il y a quelques jours, samedi, la Biatre mettait des prix à des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, dont certains venaient de Kasserine, de Sidi Bouzid, de régions qui ne sont pas les plus évidentes en termes économiques. Mais on voit bien que, dans le fond, entreprendre pour une génération, pour peut-être des centaines de milliers de jeunes Tunisiens, c'est la perspective. Ils n'attendent plus tout de l'État. Pour certains, ils n'attendent tellement pas de l'État qu'ils ne vont pas voter. Ils ont un doute vis-à-vis de la possibilité que la cité, que le politique transforme leur environnement. Mais dans le fond, ce n'est pas si grave que ça, tant qu'ils respectent l'État.
ils ont le droit de s'abstenir. Mais par contre, ils ont envie, ça c'est clair, je m'en aperçois, y compris avec vraiment des micro-projets qui nous sont soumis, que nous soutenons, nous, à travers quelques milliers d'euros parfois, y compris d'ailleurs des migrants qui souhaitent revenir. On a mis en place un programme qui permet le retour de migrants qui veulent entreprendre. Ils ont à chaque fois ce réflexe qui consiste à se dire quelle est l'idée que je peux porter parce que je l'incarne et comment je peux la réaliser, avec qui je peux la réaliser. Et ces aventures sont souvent des tandems, des trios, des bandes, des équipes qui se créent. Et je crois que c'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a des pays où on ne croit pas à l'entreprise parce que c'est pas possible. Mais d'abord, ça, vous avez ça dans le sang depuis 3000 ans, le commerce, l'entreprise, l'audace. Et notamment, cette audace consiste à ne pas vous préoccuper uniquement d'entreprendre à l'échelle locale, mais de conquérir le monde. Alors, le monde, vous l'avez un peu dans vos mains. Nous, en France, vous avez 800 000 Tunisiens. Ces 800 000 Tunisiens, pour certains, pour beaucoup, entreprennent. Vous en avez en Italie, vous en avez en Allemagne. Et donc cette diaspora, là aussi, je pense qu'il faut l'impliquer dans cette réflexion sur le processus des leaders, comment les mettre dans cette enceinte qui est celle que vous constituez aujourd'hui. Mais vous entreprenez aussi parce que, ne voulant pas dépendre que de l'Europe, vous réfléchissez, j'en vois un certain nombre, les Bassem Moukil et d'autres, mais plein d'autres qui maintenant se disent l'Afrique. Bon, personnellement, je trouve que c'est une très belle idée. C'est pas nouveau de dire que la Tunisie fait partie de l'Afrique, c'est le point le plus septentrional du continent. Néanmoins, il faut rester calme. 80-85% des commerces se font avec l'Europe. C'est comme ça. C'est pas du jour au lendemain qu'on va basculer dans une africanité absolue en termes économiques. Mais là aussi, c'est quand même une recherche intéressante, de même que voir comment capter des marchés à travers les routes de la soie. Donc, moi, ce que je vois de très positif dans ce pays, à contrario de tous les prophètes de malheur ou de tous ceux qui pensent qu'avant c'était mieux, je pense qu'après ça va être mieux, parce que cette génération que vous connaissez, que pour certains d'entre vous, vous représentez, que pour beaucoup d'entre vous, vous avez dans vos équipes, cette génération, elle a soif de conquête. Or, le monde est ouvert, le marché est ouvert, l'Europe n'attend que ça. Et je ne crois pas que ça soit dramatique que vos jeunes, brillants spécialistes du numérique traversent la Méditerranée pour aller faire une expérience à l'étranger, en France ou ailleurs. Et tous les discours consistent à dire mais dans le fond, la diaspora, l'exode, la fuite des cerveaux. Non. J'étais à Londres en 2000. Chaque jeune diplômé d'une grande école de commerce française traversait la Manche pour aller à Londres parce qu'à la City, ils ont appris plein de choses pendant 15 ans. Et les Anglais ayant décidé de faire sécession, ils reviennent maintenant. Donc je crois que cette expérience internationale, elle est extrêmement importante aussi. Et nous, vraiment, en France, on souhaite beaucoup pouvoir accueillir des jeunes futurs leaders, soutenir l'entreprise, car c'est là que se trouve la recette tunisienne. Elle ne se trouvera certainement pas dans un homme ou une femme providentielle qui reproduira la figure d'un chef absolu qui contrôlerait tout. Je crois que dans ce domaine-là, la Tunisie a été assez exemplaire en 50-60 ans, et que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'équipes entreprenantes, et évidemment dans un climat économique plus apaisé, avec certainement, à travers les réformes que j'ai pu évoquer, un climat plus encourageant pour l'investissement. Et donc il faut travailler ces personnes. Alors il existe plein de cercles d'influence, de jeunes chefs d'entreprise ou d'autres moins jeunes, mais dans les années à venir, en tout cas, ces cercles-là, ces clubs-là, je pense qu'il faut privilégier, avec pour vous évidemment une mission, c'est de transmettre, c'est de donner envie à ceux qui sont en train de sortir de l'université, ou même qui ne sont pas passés par l'université. Xavier Niel, qui est un des grands patrons du numérique en France, il n'a pas fait beaucoup d'études, et c'est un des hommes les plus riches de France, les plus influents, et il va ici, avec l'aide de Badad Minouali et de Nela Benzina, construire une station T et l'école 42, qui dans le numérique devrait faire bouger beaucoup les choses.
Voilà, alors bonne chance à vous. Et la bonne nouvelle, c'est que les garçons vont s'en aller, parce que j'ai vu que les panels étaient très féminins. C'est évidemment l'autre spécialité tunisienne, que les femmes prennent le pouvoir dans les affaires, comme elles devraient le prendre peut-être en politique aussi. En tout cas, dans quelques instants, les garçons dégagent et les femmes s'installent. Voilà.